Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc en mars 2020, j'ai commencé une aventure incroyable, donc qui est le permis vacances-travail ou PVT au Japon. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai préparé le grand saut et mes retours d'expérience. Allez, c'est parti. Donc le PVT c'est quoi? Donc le PVT c'est un visa, permis vacances-travail, qui permet de vivre et de travailler dans des pays comme le Japon, l'Australie ou le Canada pendant un an ou plus dans certains cas. C'est par exemple le cas de l'Australie ou du Canada pour les Français. C'est idéal pour ceux qui veulent explorer un pays tout en finançant leur voyage avec des petits boulots, par exemple. Alors déjà, comment j'ai obtenu mon PVT Japon? Donc c'est simple, mais pas sans défi, bien sûr. Il faut quand même quelques préparatifs. Donc la condition numéro un, c'est d'avoir moins de 31 ans. La condition numéro 2, c'est d'avoir au moins 4 500 euros sur son compte ou 3 100 euros avec un billet d'avion aller-retour. La condition numéro 3, c'est d'écrire un programme détaillé pour une année avec les villes à visiter, les jobs que tu pourras faire. Et ça, c'était assez galère, on va dire. Il fallait aussi, donc il y avait une condition numéro 4, c'était la lettre de motivation. Et là, attention, il ne suffit pas de dire qu'on aime les sushis et les mangas, il faut donner bien sûr des raisons plus profondes. Mais pas de stress, il y a plein de modèles en ligne pour vous aider. Vous trouverez facilement ça en cherchant par exemple sur Google ou des choses comme ça. La demande de visa en elle-même, donc après avoir déposé mon dossier à Lyon, l'attente a été rapide, mais plutôt stressante. Quelques jours plus tard, j'ai reçu vraiment un mail pour modifier mon programme parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, notamment sur le programme, le détail en fait de tous les voyages et du programme de l'année. Donc j'ai fait des ajustements, j'ai renvoyé rapidement ce programme par mail, pas besoin de se déplacer jusqu'au consulat. Et bingo, quelques jours plus tard, j'ai eu mon visa. Ce visa, en fait, j'ai dû aller le chercher du coup au consulat. Il était directement en fait collé sur une page de mon passeport. Donc bien sûr, important par rapport à ça, il ne faut pas avoir un passeport qui va périmer. Et bien sûr, il ne faut pas perdre son passeport parce que le visa est valable uniquement une fois. Donc, et aussi, petite précision par rapport au visa, il est valable une fois, tu peux le demander qu'une fois, et il est valable un an à partir de la date d'émission. Alors, pourquoi le Japon, me direz-vous? Eh bien, le Japon, parce que déjà, je suis de la génération 90. CF, la meilleure génération. Et enfant, je regardais déjà des animés comme Goldorak, Dragon Ball Z, Pokémon. Mais déjà, à l'époque, je ne savais pas que ça venait du Japon. Je savais que j'adorais ça, que c'était différent par rapport à tous nos dessins animés classiques, mais je ne savais pas vraiment que c'était du Japon. Et c'est plus tard, après des années à lire des mangas, à découvrir des mangas, notamment via des amis qui m'ont fait découvrir ça, et des animés, notamment Naruto, One Piece, enfin, la classique, tu connais, j'ai découvert le PVT, le permis vacances travail. Donc, beaucoup de Français ont décidé, par exemple, de choisir plutôt l'Australie ou le Canada, mais moi, je voulais un vrai dépaysement et j'aime faire des choses qui sont très différentes des autres. Et c'est pourquoi, comme j'arrivais proche de mes 31 ans, j'avais 30 ans en mars 2020. Non, pardon, j'avais 29 ans, mais j'arrivais proche de mes 30 ans. Bah, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas tenter l'expérience comme j'arrive proche de la date de l'âge limite. Donc, par rapport à mon arrivée au Japon, donc c'est le 5 mars que j'ai décollé de Lyon-Saint-Exupéry. Et petite anecdote amusante, c'était juste avant que le Covid-19 ne fasse des ravages. Donc, parce qu'en fait, 15 jours après, du coup, le Covid-19 a mis à terre tous les avions. Il y avait euh, couvre-feu, etc. Donc, ça, je suis content de l'avoir évité parce qu'à la base, je devais partir en septembre 2020. Donc, après 15 heures de vol, j'ai atterri à Osaka, prêt à commencer ma nouvelle vie japonaise. Donc, bien sûr, avant de commencer cette nouvelle vie, bah, déjà, le premier défi, c'est passer la douane et obtenir
sa carte de résident. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc, bah, voilà, quoi. On peut toujours être refoulé à la douane. Et donc, du coup, bah, on est obligé de repartir dans notre pays. Et ça, c'était vraiment pas envisageable. Ensuite, une fois que j'ai passé la douane, récupérer ma valise, parfois qui peut être un défi en soi-même, et acheter une nouvelle carte SIM. Donc la carte SIM, bah, du coup, pour avoir Internet et pour pouvoir ben, retrouver mon auberge jeunesse, prendre le métro pour rejoindre cette fameuse auberge jeunesse que j'avais déjà en fait réservée euh, alors que j'étais encore en France. Euh, voilà. Et pour la petite anecdote, cette auberge jeunesse, je l'ai réservée pour 2 semaines, le temps de trouver mon logement. Alors pourquoi Osaka, vous allez me dire? Alors j'ai choisi Osaka parce que c'était une grande ville, mais pas aussi énorme que Tokyo. C'est vrai que j'aime bien les grandes villes, mais par exemple en France, j'aime vivre à Lyon ou à Marseille, mais pas vraiment à Paris, qui est vraiment trop grande pour moi. Et puis aussi, j'avais eu écho comme quoi les habitants du Kansai étaient beaucoup plus chaleureux et plus ouverts que les Tokyoïtes. Et puis Osaka était une ville qui avait une très bonne dynamique. Donc, comme tout ça, je voulais la découvrir. Puis, bien sûr, pour le Kansai aussi, qui est une très belle région avec de nombreuses belles villes et on va dire connues à travers le monde comme Kobe, Nara, et si je me souviens bien, Kyoto, bien sûr. Voilà, Kyoto avec ses nombreux temples, la capitale traditionnelle du Japon. Et dernier fait un petit peu amusant, c'est que à la base je suis marseillais, donc d'origine marseillaise, et Osaka en fait ça me rappelait un peu cette belle ville, donc une ville bien sûr dynamique comme je l'ai dit, et surtout qui était proche de la mer. Donc côté petit boulot, alors côté travail déjà j'ai fait des petits jobs en usine et en entrepôt. Ce n'était pas vraiment passionnant, mais ça me permettait d'éviter de trop toucher à mes économies. Oui, alors du coup par rapport à ça. Pour les économies, je suis parti avec à peu près 10 000 euros. Voilà, donc c'est recommandé en fait d'avoir un minimum de 4 500 euros, mais souvent 4 500 euros pour une année, c'est quand même assez short, surtout au début, où tu vas te rendre compte que l'argent va partir assez rapidement et surtout facilement. C'est très difficile de le gagner, mais c'est très facile de le dépenser. Et en parallèle, donc j'ai eu l'occasion de m'inscrire sur un site de tutorat et de prof, voilà. Et j'ai pu donner notamment des cours d'anglais, enfin de tutorat d'anglais, parce que j'étais pas vraiment professeur d'anglais, à des Japonais, bah voilà, qui voulaient tester des cours privés. Je te raconterai peut-être ça dans une autre vidéo, si ça t'intéresse. C'est sur quel site j'ai utilisé et bah, pourquoi j'ai fait ça. Alors, la partie la plus intéressante pour moi, donc ça va être les voyages et les rencontres. Donc, bien sûr, la première partie, les voyages. Donc, là, dans la région du Kansai, j'ai visité notamment les célèbres temples de Kyoto, les parcs naturels de Nara, avec ces fameux daims en liberté. Voilà. Quelques petites anecdotes par rapport aux daims, mais ça, peut-être que je pourrais le réserver dans une autre vidéo. Les onsen et le port de Kobe, puisque Kobe est une ville qui longe la mer, donc il y a vraiment de très beaux onsen et de magnifiques balades le long du littoral à faire à Kobe. Et bien sûr, Osaka, donc la ville que j'ai choisie pour vivre, avec son quartier vibrant de Dotonbori, qui est connu avec son canal qu'il traverse, donc qui est connu à travers le monde. Ensuite, j'ai pris le Shinkansen, donc bien sûr à une autre période, hein, j'ai pas, en un an, on a le temps de faire beaucoup de voyages, mais j'ai pas enchaîné tout ça d'un coup. Donc à une autre période, je crois que c'était vers septembre, j'ai pris le Shinkansen pour découvrir le TGV japonais, direction le sud. J'ai découvert donc Hiroshima, donc une ville chargée d'histoire, notamment connue pour avoir connu le, les bombes atomiques. Donc il y a encore pas mal de débris qui justement en fait permettent de voir en fait ce passé un peu houleux.
Après, ben, je suis allé à Fukuoka, donc qui est une ville très très sous-estimée, qui est une ville très sympa du sud. Et pour finir, enfin, à Itoshima, où j'ai fait une magnifique balade à vélo le long de la côte et où j'ai pu aussi découvrir des sentiers vraiment naturels à travers bah, la forêt, vraiment des forêts vraiment magnifiques. Et on sentait vraiment le côté très sauvage, de, le côté sauvage du Japon. Et bien sûr, impossible de ne pas passer par Tokyo, ses alentours, et notamment Yokohama, le mont Fuji. Alors pour le mont Fuji, du coup, je ne suis pas allé jusqu'en haut parce qu'il était fermé, mais je suis allé en fait à la plus haute altitude, en bus, bien sûr. Je ne me sentais pas de marcher jusqu'en haut. Et puis je suis allé aussi au mont Fuji en février, donc c'est vrai que bah voilà, c'était plus simple d'y aller en bus et il faisait assez froid quand même. Et bien sûr donc Tokyo avec ses quartiers éclectiques, donc ben tu connais un peu les principaux quartiers, chacun a sa propre ambiance, il y a une ambiance pour les fans d'anime, il y a une ambiance plutôt studieuse avec Shibuya. Donc, bien sûr, je vais pas trop faire la partie Tokyo parce que c'est tellement connu sur Internet que voilà, tu peux en trouver des dizaines de vidéos de gens qui en parlent, qui parlent des différents quartiers de Tokyo et leur ambiance vraiment propre à chacun. Pour ma part, en fait, j'avais pris une auberge jeunesse près d'Asakusa et donc célèbre notamment pour le temple Sensoji et sa fameuse rue commerçante. Voilà. Et la partie donc rencontre. Alors déjà, bah, comme j'ai pris à la base une guest house, ouais, une auberge jeunesse. Donc déjà, bah, dans l'auberge jeunesse, tu sais très bien que tu as toujours la possibilité de rencontrer plein de gens. À part si tu veux vraiment pas rencontrer des gens. Je pense que ne pas rencontrer une personne à l'auberge jeunesse, c'est compliqué. Et aussi, pour les étrangers, c'est souvent commun d'aller dans une espèce de share house, donc qui est une maison en fait, une maison à partager, où ça peut aller jusqu'à l'immeuble. Tu as plein de locataires, t'as tout ce qui est équipement qui est partagé. Et donc, bah, comme j'étais dans une share house qui n'était pas dans un quartier très connu, j'étais en fait dans le nord d'Osaka. La zone c'était Kanzakikawa, si je me rappelle bien. Donc, qui était à la limite en fait de Toyonaka, qui est au nord d'Osaka. Ben, j'étais vraiment avec pratiquement qu'avec des Japonais. Donc pour l'immersion culturelle, c'est déjà très sympathique. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai fêté mes 30 ans au Japon avec mes colocataires japonais. Donc, mais ça, je pourrais te le raconter dans une autre vidéo. Voilà, donc je pense que 30 ans, c'est toujours intéressant, c'est toujours important dans la vie de quelqu'un. Donc, et le fêter dans un environnement qui est complètement différent du tien, c'est encore plus intéressant et sympathique. Alors ensuite, pour faire des rencontres, donc j'ai utilisé d'applications. En fait, j'avais eu des échos d'une application intéressante qui était Tandem, qui est une application d'échange linguistique pour bah, apprendre les langues que tu veux. Donc moi, c'était le japonais et du coup, ben, comme j'étais natif français, les gens venaient me parler pour apprendre le français. Et comme j'étais au Japon, donc c'était quand même plus facile, on va dire, de, de passer en fait du virtuel au réel. Et c'est comme ça que j'ai pu, par exemple, aller visiter Kobe avec une personne avec qui j'avais échangé sur Tandem. Et voilà, donc passer un jour, même, je veux dire, la nuit, à découvrir vraiment le port de Kobe, ses onsen. Donc, c'était une expérience vraiment intéressante et je remercie Tandem. Donc bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée, voilà, mais c'était juste pour parler d'une application vraiment que j'ai beaucoup utilisée au Japon et qui m'a permis de faire des rencontres, surtout avec des Japonais qui voulaient apprendre une autre langue. Bah, j'ai aussi participé à des meet-up. Donc des meet-up, c'est un peu comme Couchsurfing. En fait, c'est une espèce de site qui permet de mettre en liaison en fait des étrangers entre eux ou des Japonais en fait autour d'événements communs. Donc je me rappelle, j'ai participé
à une espèce de d'événement dans un bar, voilà, dont l'entrée était quand même assez chère, donc c'est pour ça que j'en ai fait un ou deux, mais je trouvais ça assez cher de payer 40 euros pour une soirée dans un bar, même si l'alcool était limité pendant 2 heures et la nourriture aussi, mais je trouvais ça quand même un peu cher. Et il y avait un autre événement que j'avais fait aussi, sportif, mais là, comme bah, je me suis fait une grosse entorse, bah, j'ai pas poussé plus loin. Mais on va dire que ça, ce sont des anecdotes que je pourrais vous parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Ensuite, donc, les difficultés que j'ai rencontrées, donc principalement, ça va être le japonais. Donc, même en ayant étudié un peu avant de partir, la langue est quand même un vrai défi. C'est quand même très différent de la langue française, et notamment au niveau de la structure grammaticale. Donc voilà, et puis par rapport aussi aux symboles, aux kanji, donc c'est quand même assez différent de la, de la langue française. Donc ça, ben, pour le lire, pour le parler et pour l'écrire, donc ça quand même prend un certain temps. Et même si j'avais déjà étudié avant, eh ben, j'ai toujours autant de difficultés aujourd'hui à le parler correctement et à l'écrire correctement, à le comprendre correctement. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Un autre aspect aussi, c'est la solitude. Alors moi, je ne suis pas forcément très réticent par rapport à ce sentiment. Plus, il y a certaines personnes qui n'aiment vraiment pas la solitude. Moi, je vis très bien avec. Mais c'est vrai que, il y a des moments où la solitude s'est fait très ressentir. Voilà, parce que surtout, ben, pour interagir avec mes colocataires japonais, parfois, qui ne parlaient pas anglais, donc pour comprendre, pour parler, c'était quand même assez compliqué. Mais honnêtement, j'y voyais une grande opportunité pour réfléchir sans moi-même et puis pour faire des choses qui me plaisaient. Voilà, pour prendre cette expérience comme une véritable en fait expérience de développement personnel et bah, mieux me comprendre et voilà et profiter de ce visa qui pour moi est vraiment un visa de liberté quoi. Si on a assez d'argent pour éviter de trop travailler, bah, on peut en fait vivre comme on a envie quoi. Travailler si on en a envie, voyager quand on en a envie, euh, changer d'appartement si on n'est pas content. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment un an de liberté totale. Donc voilà, et puis un autre aspect aussi, c'était les amitiés avec les Japonais. Donc moi, j'adore en fait lier des liens profonds. Et à cause de la langue et parfois des différences culturelles, notamment liées au tatemae, donc c'est vraiment le fait de ne pas forcément montrer ses émotions, eh ben, c'était parfois en fait difficile d'avoir des discussions très profondes. Donc ça se limitait souvent à des discussions assez superficielles. Et même et pour créer des amitiés sincères, ben finalement ça a été compliqué. Voire en fait j'ai créé des amitiés vraiment sincères avec des Japonais qui souhaitaient en fait s'ouvrir à une autre culture. Mais les purs Japonais, on va dire ceux qui travaillaient et ceux qui n'avaient pas forcément envie d'interagir trop tant que ça avec des étrangers, bah, pour eux ça a été plus compliqué. Mais après, je ne les blâme pas, hein. Je veux dire, moi-même, si je suis en France et qu'il y a des gens qui veulent interagir avec moi, mais que je suis pas ouvert en fait à la discussion, bah voilà, ça s'arrête là, tout simplement. Un autre aspect aussi, c'est les courses au supermarché. Donc, bah, comme vous savez, au Japon, les courses au supermarché, les produits ne sont pas les mêmes, bien sûr. On peut trouver des produits importés français, mais déjà ils coûtent plus cher. Et puis en plus, manger français au Japon, bah, c'était pas forcément ma priorité. Je voulais vraiment ben, m'intégrer le plus possible, m'immerger dans la culture locale. Mais ben, les premières fois où je suis allé au supermarché, déjà tous les produits étaient écrits en kanji, donc du coup pour comprendre en fait ce qu'était le produit, bah, il fallait que je regarde en fait l'image du produit. Et, et par rapport aux fruits et légumes, du coup, bah, c'était quand même assez cher. Et puis, il y avait beaucoup de fruits et légumes, en fait, qui étaient emballés dans du plastique, et ça, ça m'a un peu dérangé. Cher et pas en grande quantité, du coup, bah, voilà, ça, c'était quelque chose qui était un peu compliqué pour moi. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur mon expérience de permis vacances-travail au Japon. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.